C'est donc un 1er mai sous tension qui se déroule précisément en Turquie. Il y a déjà eu plusieurs dizaines d'arrestations à Istanbul. Les manifestants se sont rassemblés malgré la fermeture de la place Taksim. En fait, dès le début de la semaine, les autorités turques avaient procédé à des arrestations en amont, notamment dans les milieux de la presse et des mouvements d'opposition au président Erdogan. Ailleurs dans le monde, les premiers rassemblements ont débuté en Asie, en Corée du Sud et aux Philippines notamment. Julien Dubois. Manifestation dans les rues de Manille aux Philippines. Des centaines de travailleurs marchent à l'occasion du 1er mai pour demander entre autres une hausse des salaires et une baisse des impôts, mais aussi protester contre l'inflation. L'occasion aussi pour certains de dénoncer la guerre en Iran et l'impérialisme américain. La manifestation a d'ailleurs donné lieu à un face-à-face tendu entre contestataires et policiers à proximité de l'ambassade américaine. Ambiance moins tendue en Corée du Sud, des milliers de travailleurs se sont rassemblés dans la rue, drapeau en main. Le 1er mai, journée internationale des travailleurs, est célébrée dans plus de 160 pays dans le monde, avec des slogans et revendications souvent universelles. Nous traversons une période très difficile et cela vaut pour tout le monde, les enseignants, les retraités, les éducateurs, les universités, le secteur de la santé, les personnes en situation de handicap. C'est une tragédie. En Argentine, c'est au son de la fanfare et avec 24 heures d'avance que la fête du travail est célébrée à Buenos Aires. Des milliers de personnes se sont réunies pour protester contre la réforme du travail de Javier Milei, adoptée par le Parlement en février. Un texte pour flexibiliser le marché du travail qui fait actuellement l'objet de recours en justice. En Chine, le 1er mai n'est pas synonyme de manifestation, mais plutôt d'affluence dans les gares. Dans le pays, nombreux sont ceux qui profitent des congés de la fête du travail pour rentrer dans leur famille. Et en France, plus de 300 manifestations sont prévues. À Paris, un cortège partira de la place de la République à 14 heures. En France, tout comme ailleurs dans le monde, la fermeture du détroit d'Ormuz a des conséquences. Les syndicats réclament des augmentations salariales, notamment face au retour de l'inflation. Alors nous avons souhaité comprendre comment les travailleurs étaient affectés par les bouleversements actuels, que ce soit la situation géopolitique, autant que la pression climatique et les progrès vertigineux de l'intelligence artificielle. Nous en parlons avec notre invité Rémi Bourgeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous. On se demandait tout d'abord si les pressions sur les travailleurs sont les mêmes à travers le monde. Alors, on a ce phénomène de mondialisation extrême qui s'est développé. Donc, on a effectivement des courroies de transmission importantes dans les modèles industriels, mais on a aussi quand même des politiques extrêmement différentes qui sont menées d'un côté et de l'autre, en Occident en particulier, par exemple dans les pays qui se développent très vite en Asie, avec des politiques industrielles, des politiques de substitution des importations, d'autonomisation productive. Et l'inverse a plutôt été fait en Occident ces dernières décennies. Pour autant, voilà, l'Asie très affectée aujourd'hui sur le plan énergétique, la Chine moins parce que justement elle a toute cette politique d'anticipation et tout ça se répercute directement sur les travailleurs, les opportunités, la pression sur les coûts du fait de cette mondialisation des chaînes de production, mais qui est plutôt en retrait aujourd'hui puisque les pays cherchent justement à avoir une plus grande autonomie, une plus grande résilience. Mais donc les travailleurs sont immédiatement fragilisés, on le voit par le contexte géopolitique. Quelles conséquences observez-vous ? Alors on voit des conséquences économiques directes de la crise énergétique, par exemple, avec l'arrêt de chaînes de production. On a tous ces économistes qui parlent de points de pourcentage qui seraient amputés du PIB avec cette crise, mais on a une véritable crise de l'économie réelle, de l'économie physique, des chaînes de production. Et pour beaucoup de pays dans le monde, c'est vraiment ça qui pousse leur développement économique et industriel. Et on revient un peu partout dans le monde quand même à ces questions
véritablement de développement de l'industrie, de développement réel, de développement éducatif, et c'est ce qui détermine vraiment les perspectives de croissance des pays à long terme et les opportunités évidemment pour les travailleurs. Donc on voit aujourd'hui quand même un grand clivage qui s'est créé entre les pays qui ont pensé qu'on pouvait aller à l'infini dans une stratégie de dépendance aux services pour la croissance, aux services financiers notamment, dépendre de constructions financières complexes, et d'autres pays qui sont dans un développement plus traditionnel quelque part, ou qui rappelle plus ce qui a été fait dans l'après-guerre, notamment en Europe, de développement industriel, de développement éducatif, ce qui offre plus d'opportunités aux travailleurs, malgré des conditions de travail qui peuvent être aussi difficiles. Mais aujourd'hui, on voit vraiment cette inflexion avec les pays développés qui n'ont plus véritablement de modèle de croissance. Alors, vous évoquiez en introduction l'intelligence artificielle qui balaye aussi pas mal les cartes. Il y a aussi tout le pan de la robotisation qui va aussi affecter beaucoup plus les travailleurs manuels. Mais on voit vraiment ce clivage avec ce décrochage du modèle de développement dans beaucoup de pays occidentaux. Les États-Unis ont réussi à prendre le dessus quand même sur le plan numérique et aujourd'hui dans l'IA, mais avec conditionné avec ce qui se passe avec cette crise dans le détroit d'Ormuz, puisqu'on voit que les investisseurs sont quand même principalement les pays du Golfe, et ça risque d'être difficile pour eux de pouvoir continuer à investir dans cette intelligence artificielle américaine. On a vraiment un décrochage du modèle de développement dans l'ensemble des pays occidentaux. Les États-Unis tiennent le dessus du pavé sur le plan technologique, mais avec cette idée de développer, de poursuivre à l'infini comme ça des tendances qui sont quand même très dépendantes de flux financiers, de financement étrangers, notamment du Golfe. On avait toutes ces annonces de Sam Altman, notamment d'OpenAI, qui parlait de chiffres fantaisistes, de milliers de milliards levés dans le Golfe pour financer des infrastructures de type data center aux États-Unis en particulier, ou d'autres endroits dans le monde, et avec des constructions aussi entre les acteurs du secteur, des constructions financières qui évoquent évidemment une bulle, avec les clients qui financent pour qu'on leur achète leurs produits, ces relations financières entre OpenAI et Nvidia notamment, des investissements. Dans un monde utopique, voilà. Presque hors oui, un sol. monde de bulles en apesanteur par rapport à la réalité économique et industrielle, alors avec de vraies innovations, mais même sur le plan strictement technologique. Puis il y a plein de gens extrêmement compétents, des chercheurs en IA, comme Yann Lequin, qui explique que par exemple les LLM, l'IA générative est confrontée à une impasse, du fait des erreurs qu'on voit tous en pratiquant au quotidien, et d'autres technologies doivent être développées. C'est déjà le cas, notamment pour les applications robotiques dans le monde réel. Mais dès qu'une innovation arrive, on développe des montagnes financières qui ne sont pas toujours ancrées véritablement dans le développement économique, industriel et humain. Et on entend aussi la crainte des travailleurs, des Américains notamment, qui voient là une crise économique jaillir. On sait que les syndicats souhaitent se mobiliser beaucoup aujourd'hui. Alors je crois que la journée des travailleurs est distincte de la journée internationale du travail. Malgré tout, il devrait y avoir une forte mobilisation aujourd'hui. Donald Trump n'a effectivement pas du tout répondu aux besoins et aux inquiétudes des travailleurs américains. Oui, c'est le grand paradoxe. On le voit dans ces hésitations, ces bouleversements, ces renversements de la part de Donald Trump, qui était vraiment le président qui était, dès son premier mandat, censé renverser la table en faveur de la réindustrialisation. Alors, il y a eu des efforts dans ce sens-là. Il n'avait pas du tout les compétences personnelles autour de lui pour aller mettre en œuvre une véritable politique industrielle, même sur le plan douanier, pour aller mettre des droits de douane là où il le faut, où on peut substituer une production nationale ou la redévelopper de façon réaliste et selon des coûts qui seraient acceptables. Donc, il n'avait pas cette compétence au niveau personnel ou collectif, mais pour autant, il a amené cette question-là dans le débat qui est une question récurrente en fait dans l'histoire économique des États-Unis et de tous les pays dans leur quête de développement industriel. Et on voit ensuite les démocrates, quand ils sont revenus au pouvoir, ont quand même
se sont inscrits plutôt dans la continuité de ce mouvement de réalisme industriel, de tentative de réindustrialiser, alors plus sur le plan des subventions que des droits de douane, mais c'était quand même une logique protectionniste qu'on a vu se mettre en œuvre et être poursuivi par les démocrates. Et là, avec ce nouveau mandat de Donald Trump, on est dans ce monde féerique et catastrophique de mesures coup de poing qui sont invalidées, qui n'ont aucune base stratégique au départ, avec des négociations commerciales totalement chaotiques, des négociateurs aussi bien sur les questions commerciales que géopolitiques et diplomatiques, voire militaires, qui n'ont aucune compétence en la matière, qui savent à peine positionner les pays en question sur la carte. Donc là, on est entré dans ce grand n'importe quoi qui renvoie en fait à une crise de régime très profonde, une crise vraiment de la société américaine et occidentale plus généralement, qui n'arrive pas à mettre en œuvre une sorte de transition politique, de renouveau, de réforme tout simplement, pour réconcilier ses intérêts de développement humain tout simplement, donc industriel aussi, avec les circonstances établies par la mondialisation. Il ne peut qu'inquiéter les salariés, les travailleurs, qui du coup voient un décalage immense entre l'incertitude qui vient de ces causes extérieures, de ces conflits, de ces tensions, de ces risques climatiques aussi, de l'intelligence artificielle que vous évoquez, et de la manière, la capacité qu'ont les gouvernements à y répondre, et de l'interdépendance qu'il y a entre tous ces États. Oui, ce qui est vraiment préoccupant, effectivement, c'est qu'on a quand même beaucoup de constats communs au-delà des partis politiques, des courants, des pays, des tendances diverses sur le besoin notamment de réindustrialisation, mais ce n'est pas du tout suivi des faits. On a souvent des promesses vides. Bon, on le disait aux États-Unis, mais c'est exactement le cas aussi en Europe. C'est presque pire parce que là, on a raté tous les trains des nouvelles technologies globalement depuis 20 voire 30 ans, bien que les compétences d'ingénieurs soient encore là pour l'instant, mais elles s'amenuisent. Il y a plus ce désir d'innovation, ça anime plus le cœur des étudiants notamment, qui ont envie de construire ensemble un monde meilleur par l'innovation. Ce qui me permet de conserver un certain espoir, c'est justement quand on parle à des gens jeunes, des étudiants en école d'ingénieur ou autres, même dans des disciplines dans les humanités, disons, on voit vraiment cette curiosité, cette vivacité intellectuelle, et malgré l'effondrement du système éducatif, on a tous ces moyens d'accès à la connaissance, avec leur qualité et leurs défauts également, avec tous les outils en ligne, mais même malgré l'état du système éducatif, il reste quand même beaucoup de moyens d'accès, de remise à niveau, de découverte, donc il y a une très forte curiosité qui est là. Le problème, c'est le système économique et industriel tel qu'il est, qui empêche cette créativité, et on le voit dans la création d'entreprises, le sort qui est réservé aux entrepreneurs, qui est quand même très, très difficile en Europe et en France en particulier, et ensuite au niveau de plus grandes entreprises, des organismes d'État aussi, où on ne fait que parler de réindustrialisation, mais de façon très abstraite. Le défilé en France va s'élancer à 14h, place de la République. Quel aura été l'impact des 2 mandats d'Emmanuel Macron, selon vous, sur le travail en France, la situation des salariés, des travailleurs? On a un véritable décrochage. Bon, il y avait quand même une volonté d'ancrage dans l'entrepreneuriat, mais qui était surtout rhétorique à la base. Mais on voyait quand même des secrétaires d'État par-ci par-là qui avaient cet ancrage économique réel. Mais globalement, on a une fuite en avant dans la désindustrialisation, derrière la rhétorique inverse qui visait à redévelopper le terreau industriel français. Les moyens ne sont pas là, les moyens humains, les décisions, aussi bien en termes d'investissement sur le plan national que de coordination européenne, avec ce système de fixation des prix qui est extrêmement pénalisant pour l'économie française, qui devrait avoir un avantage grâce au nucléaire, et cet avantage est assez largement neutralisé par le système de prix européen, et on
reste enfermé là-dedans. Et ensuite, on a eu toute cette stratégie de fuite en avant depuis l'entrée dans l'euro. On a cette balance commerciale qui se dégrade, qui est en tout cas dans le rouge depuis les débuts de la zone euro. Donc ce décrochage continu qui est masqué par cette illusion de stabilité monétaire. Mais on est, je pense, aujourd'hui à un point de bascule, notamment avec l'envolée de la dette, la remontée des taux d'intérêt, où cette situation ne va pas pouvoir continuer indéfiniment. Donc ce qui manque vraiment, c'est une compréhension technologique, industrielle, économique, humaine, sur le plan aussi des compétences, pour remettre en œuvre véritablement un agenda de développement industriel. C'est ce que font d'autres pays qu'on ne doit pas imiter évidemment à la lettre, comme la Chine. On voit il y a un véritable boom du développement industriel, des compétences technologiques en Chine aujourd'hui, comme au Japon il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, qui avait un rattrapage d'un coup spectaculaire sur tous les fronts technologiques. Et en France, on a des compétences extrêmement poussées. On a des poches avec les meilleurs ingénieurs, les meilleures compétences, et des compétences assez spécifiques aussi en termes d'aspect généraliste, et aussi d'avancée de niveau en mathématiques notamment. Et ça n'est pas du tout mis à contribution. Rémi Bourgeault, je vous remercie beaucoup d'être venu en parler sur ce plateau. C'était passionnant. Merci à vous.